Très chers auditeuristes, on va vous appeler de cette manière, c'est beaucoup plus simple. Pour finir notre série bonus Moodle Mood sur Mars, avec la partie 5, nous avions reçu Nejma Belkcem, CEO et cofondatrice de Knowledge. C'était l'occasion de parler des sciences cognitives et de H5P. Bienvenue dans cette nouvelle partie de Novagogie au Moodle Mood 2024 à Marseille. On rencontre des personnes à chaque fois intéressantes et à chaque fois ultra pertinentes sur leurs différentes thématiques. Alors les rencontres, elles se font lors des ateliers, lors des présentations. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une personne que j'ai trouvée extrêmement intéressante, d'abord dans une présentation et après dans une solution qu'elle proposait. Elle va nous en parler, mais avant tout, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour les auditoristes du podcast ? Bien sûr, bonjour Aristide, merci pour cette invitation à échanger ensemble. Alors je m'appelle Nejma Belkcem, je suis cofondatrice et directrice produit de Knowledge AI et mon cœur de métier, c'est les sciences cognitives appliquées à l'apprentissage avec les nouvelles technologies. Et donc on a développé une solution à destination des enseignants pour les aider dans leur conception pédagogique. Alors, qu'est-ce que c'est que les sciences cognitives ? Parce que j'en entends beaucoup parler, il y en a beaucoup qui en parlent dans l'éducation, qui disent « Ah, ça c'est très bien pour les sciences cognitives », mais comment est-ce que tu pourrais le définir ? Alors déjà, je pense que c'est important de rappeler que les sciences cognitives, c'est un regroupement de sous-disciplines. Et on retrouve la psychologie cognitive, on retrouve aussi la linguistique et d'autres sous-disciplines qui vont participer à avoir, je dirais, une meilleure connaissance, entre autres, notamment du fonctionnement du cerveau, par exemple. Et donc, ce sont des disciplines qui vont nous permettre de mieux comprendre le fonctionnement humain, mais aussi le fonctionnement humain en interaction avec son environnement. Et aussi, tout simplement, comment, par exemple, développer un bon produit pour un enseignant, pour un utilisateur, dans un contexte d'apprentissage, par exemple. Okay. Alors, on va reparler de ces solutions, des choses qui peuvent être mises en place. Mais j'aimerais bien savoir, parce que là, on est au Moodle Mood, donc tout a un lien avec Moodle, tout est autour de Moodle. Et toi, comment est-ce que tu es arrivé autour de Moodle ? Alors, la première relation que j'ai eue avec Moodle, ça a été en tant qu'étudiante, mais aussi en tant qu'ingénieure pédagogique. Et donc, j'ai fait de la conception pédagogique à l'université. Et cette université utilisait Moodle. Et dans Moodle, on avait plusieurs activités, notamment l'activité H5P. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai eu mon premier toucher à Moodle. Et aujourd'hui, on a complètement eu une approche d'intégration dans Moodle avec la solution Knowledge. On souhaite se greffer dans l'écosystème existant, dans l'écosystème numérique que connaît l'enseignant. Alors ça, c'est intéressant que tu nous parles de H5P, parce que H5P, c'est un exemple de ce qui peut être fait avec Moodle en termes de communauté. H5P, à la base, c'était un plugin qui était externe à Moodle et après qui a été intégré dans les dernières versions de Moodle. Est-ce que tu veux en parler des différentes activités qui sont possibles à H5P et pourquoi est-ce que tu t'es tourné vers ça ? Alors, on s'est tourné vers H5P parce que, comme tu l'as dit, ce sont des activités qui ont été développées par une communauté. C'est de l'open source, par une communauté venue du monde entier et qui ont réfléchi à comment créer des activités efficaces et engageantes pour l'apprentissage. Et ces activités-là ont été éprouvées par la recherche. Donc, si tu fais un test, que tu vas sur Google Scholar, je vous invite à le faire, à aller sur Google Scholar, ce ne sera pas une revue de la littérature, et à taper H5P et efficacité sur l'apprentissage ou rétention, vous allez trouver pléthore de papiers de recherche de chercheurs du monde entier qui ont essayé d'évaluer l'efficacité, la pertinence de l'usage de ces activités-là dans le cadre de l'apprentissage. Et ce qu'on voit, c'est que c'est extrêmement efficace. Beaucoup diront que les activités H5P ne sont pas très sexy. Et bon, c'est vrai que c'est pas, en termes d'esthétisme, on voit des choses bien plus jolies. Néanmoins, ce sont des activités qui respectent les ressources attentionnelles des apprenants et surtout qui respectent aussi l'intérêt, en tout cas qui apportent de la valeur sur le plan de l'apprentissage grâce à l'interaction qu'elles permettent. Ah, donc les interactions permettent d'avoir un meilleur apprentissage. Parce que moi, j'avais cru entendre, si j'écoute les personnes, qu'on pouvait apprendre tout seul et qu'il y avait besoin de personne pour s'élever. Alors, il y a l'interaction avec un objet qui n'est pas humain. Donc là, en l'occurrence, les activités H5P et l'interaction avec l'autre. L'interaction, en fait, si on prend le modèle, par exemple, il y a un modèle qui s'appelle ICAP,
interaction, constructif, actif, passif. Et c'est un modèle qui est intéressant parce qu'il présente l'engagement cognitif comme un continuum qu'on va pouvoir observer grâce au comportement. Et un des comportements, c'est l'interaction. Donc on peut estimer que lorsqu'il y a une interaction, on va au moins amener probablement un engagement cognitif. Donc c'est l'interaction par le clic, par le fait de devoir générer une réponse. Ça va permettre un effort cognitif qui ne va pas être inintéressant pour l'apprentissage. L'objectif, c'est d'aller vers un engagement cognitif qui est beaucoup plus important. Et l'interaction est un moyen de permettre ça. Qu'est-ce que vous proposez avec Knowledge pour permettre, alors je ne sais pas si c'est avoir une meilleure efficacité dans l'apprentissage, si c'est la bonne manière de présenter la chose, mais qu'est-ce que vous proposez pour que apprendre soit quelque chose de pas forcément contraignant pour les apprenantes et apprenants? Alors avec Knowledge, l'objectif est double. On vise les enseignants pour leur permettre de concevoir ces activités-là qui sont engageantes. Et d'autre part, on veut permettre à l'apprenant de s'engager davantage et d'être dans une posture autonome et de contrôle. On va pouvoir lui permettre de se mettre dans en tout cas faire émerger un travail de métacognition que tout le monde cherche à faire, à mettre en place grâce à des activités où il va être en autonomie. On va être sur de l'évaluation plutôt formative et pas juste noter pour noter. Dans le cadre du H5P et des activités qu'on génère, l'erreur est favorable à l'apprentissage. L'erreur n'est pas là pour sanctionner, mais vraiment pour venir mettre à jour la connaissance ou bien la consolider. Et donc ça, c'est vraiment un positionnement qu'on a avec les activités H5P. Ok, donc on a de l'évaluation pour se positionner personnellement, pas pour se positionner pour une note de fin d'année. Enfin une note de fin d'année, une note qui sera évaluée et qui aura une conséquence pour le reste de sa scolarité, mais pour soi-même. Eh ben, en tout cas, les activités ont été pensées comme ça. Donc, beaucoup des activités, par exemple, les activités flashcards, c'est extrêmement efficace, les flashcards. On lit la question, on génère la réponse et on retourne la carte. C'est très simple, c'est vieux comme le monde et c'est très efficace. Il n'y a pas de notes, mais ce qu'on voit, c'est que les élèves, les étudiants se positionnent de toute façon dans des objectifs de performance et qu'ils sont contents d'utiliser Knowledge parce que ça leur permet d'avoir de bonnes notes. Et ça, c'est le retour que nous ont fait les enseignants. C'est ce qu'on pourrait appeler un objectif externe qui va permettre une forme de motivation. On n'est pas du tout sur la motivation intrinsèque complètement pure, mais ça va permettre en tout cas de les engager au moins et de performer. Donc Knowledge, comment est-ce que ça fonctionne? C'est un plugin que j'installe et qu'est-ce que je fais si moi je suis prof et que j'aimerais bien l'utiliser pour mes étudiantes et étudiants? Alors, c'est un plugin qui s'installe dans Moodle et c'est un outil, ce qu'on appelle un outil auteur. Donc, ce n'est pas une plateforme, c'est vraiment un outil à destination de l'enseignant et seul l'enseignant verra cette plateforme. Les élèves, les étudiants ne viendront pas sur la plateforme. Et c'est très simple. Donc, j'ai enseigné la psychologie cognitive à la fac, j'ai un TD, j'ai des élèves qui viennent en classe et en amont de la classe, par exemple, je vais aller récupérer un de mes cours ou une vidéo YouTube sur le fonctionnement du cerveau. Je vais prendre cette vidéo, l'intégrer dans Knowledge et je vais pouvoir générer une dizaine d'activités interactives, un glossaire. La vidéo, on va la rendre interactive, on va ajouter des éléments d'interaction dans la vidéo, des questions, des concepts clés qui vont apparaître et tout un tas d'activités. Ce qu'on va surtout permettre, c'est de pouvoir tout modifier. En fait, on garde vraiment l'humain dans la boucle et c'est extrêmement important justement pour l'adoption de cette technologie, l'adoption de l'IA générative dans un contexte d'enseignement. Donc pour la vidéo interactive, ça veut dire que je regarde une vidéo qui parle, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme thématique. On est à Marseille, on regarde une vidéo qui parle de mouettes et à un moment, elle va s'arrêter et j'aurai une définition qui va apparaître, c'est ça? Exactement. Et une définition qui va apparaître et ce sera la définition que donnera la personne dans la vidéo. Et c'est extrêmement important parce qu'on va respecter ce niveau de langage, ce niveau de complexité, et on va aussi éliminer les phénomènes d'hallucination, donc les erreurs ou les fabulations qu'on peut retrouver sur ChatGPT. Ok. Alors on a eu une discussion avec une personne tout à l'heure qui parlait que l'hallucination, c'est plus quelque chose qui serait humain, mais que les machines, elles n'auraient pas forcément des hallucinations. Je pense que c'est une question d'intention. C'est-à-dire que, j'imagine, de ce que tu me dis, je suppose, que ce que voulait dire la personne, c'est que les hallucinations, nous on appelle ça une hallucination, et que finalement, un humain, quand il hallucine, c'est-à-dire quand il bullshit, il le fait de façon intentionnelle. Quand une IA bullshit, elle le fait pas de façon intentionnelle. C'est de la pure, on est sur de la mathématique pure, ça génère et ça génère.
Bah là, on va arriver sur la fin de l'entretien. Est-ce qu'il y a quelque chose que toi, tu as remarqué dans le Moodle Moot? Alors, c'est ma première fois au Moodle Moot et je dirais que ce que j'ai remarqué, c'est ce sentiment fort de communauté et d'engagement qu'on retrouve chez les enseignants, chez les concepteurs pédagogiques, chez tout ce cœur de la pédagogie qu'on retrouve dans différentes institutions et ce sentiment de communauté et de contribution pour le bien commun et le bien de tous. C'est quelque chose qu'on ressent de façon très, très forte au Moodle Moot. Et c'est très convivial, c'est très accessible. On a des échanges qui sont extrêmement précieux et qui nous permettent, nous, notamment en tant qu'entreprise, d'avoir des retours et une perception aussi de la réalité terrain qui est autre que celle qu'on peut avoir notamment lors d'ateliers. Et c'est aussi l'occasion de pouvoir voir, nous, en tout cas, nos utilisateurs parler de la solution avec leurs mots, parler du bien de la solution, parler de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas. Et c'est un vrai plaisir. Et c'est vraiment un espace bienveillant d'échange qui est forcément important aujourd'hui. Ok. Et alors, je viens de penser à une dernière question. Parce qu'on t'a vu discuter devant 500 personnes. Alors, qu'est-ce que ça fait de discuter devant 500 personnes en direct et comment est-ce qu'on fait pour pouvoir proposer une communication au Moodle Moot? Alors, parler face à 500 personnes, c'est une question, je dirais que c'est une question d'habitude. La première fois, tu as très, 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 très peur. La deuxième fois, tu as encore peur. Et en fait, tu es toujours stressé, globalement. Des fois plus, des fois un peu moins. Et puis, en fait, les gens sont là pour écouter le message que tu as à partager. Et généralement, quand tu parles à 500 personnes, il y a 500 personnes qui sont devant toi, qui sont venues, qui attendent, et il faut leur donner une information qui est utile pour eux. C'est ça. Il faut penser à ce que tu transmets. Qu'est-ce que tu veux leur transmettre? Qu'est-ce que tu veux donner? C'est important. Et ensuite, la deuxième question, c'était comment on communique au Moodle Moot? C'est-à-dire comment on fait une demande de communication? Qui est-ce qui la valide? Quand est-ce qu'on doit le faire? Est-ce qu'on a un délai pour donner les... j'en ai aucune. Ok. J'ai Caroline qui est excellente, qui est super dans l'équipe, qui a géré chacun son champ d'expertise. C'est vrai que je ne sais absolument pas, mais en tout cas, il y a des opportunités pour parler, pour présenter son message et présenter sa solution. Merci beaucoup. Merci à toi. Ça nous a fait plaisir. Je pense que tu seras la dernière. Après, peut-être il y aura d'autres personnes qui vont être amenées à parler, mais merci beaucoup pour cet entretien. Bonne route, bonnes vacances. C'est bientôt la Merci. fin pour toi, j'espère. Et à très bientôt. Avec plaisir. Au revoir. Bye bye. Ce podcast est fait pour vous. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez aller plus loin, nous avons laissé en description un lien vers un article Medium réunissant toutes les réflexions et références abordées. En outre, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et des commentaires sur Spotify, Apple Podcasts ou tout autre agrégateur de podcasts. C'est très précieux pour le référencement. Allez, ciao les pédagogues!